La Ciudad de México cuenta con un importante La ville de red Mexico a un réseau de mobilité très important. Nous avons le système des transports en commun, le métro, La ville de avec 12 lignes Mexico en a un plus de réseau 13 de mobilité kilomètres très important. d'extension. 12 Des lignes de tramways, nous avons métro, également des le train tramways, suburbain sur un un train trajet de 25 suburbain de kilomètres, 35 deux km, lignes de 2 lignes de métrobus métrobus avec avec le un système système panoramique panoramique à double étage et à un 2 étages étage. et Nous un avons étage. également Nous de avons également nombreux systèmes de transport en commun, le métrobus, les vélos, les taxis et les l'aéroport taxis et international l'aéroport Benito Juárez. international Tout Benito récemment, Juárez. nous avons Récemment, deux inauguré lignes deux du système lignes de téléphérique ont téléphérique, été euh, inaugurées et connues comme euh, Cabebus, le, au le nord de la télébus ville dans et à la la mairie mairie de Gustavo Gustavo Amadero Amadero, au et nord à l'est avec la dans la mairie mairie. d'Iztapalapa. La mairie d'Iztapalapa est tenue comme la mairie la plus large d'Amérique latine. Cette station est un trajet de 40 minutes. Et au nord de la ville, dans la mairie Gustavo Amadero, nous avons Ecatepec, 2,9 km d'étendue, 35 minutes de trajet. Et pour faire l'utilisation de ces installations, tu pourras acheter ta carte de mobilité qui donne accès à tous les transports en commun, tels le métrobus, le système RTP, connectif, le système du métro et les tramways. Par ailleurs, et pour réduire les émissions et améliorer l'environnement, on a créé les vélos où tu pourras traverser la ville par les cyclopistes réservées et également pour aller à ton site de travail. Nous t'invitons à connaître la ville avec n'importe lequel de ces transports en commun. Merci. Muy buenos días tengan todos Bonjour à tous, à toutes. Merci de nous accompagner de nouveau au G7 2021, toutes les personnes qui nous accompagnent en présentiel au musée José Luis Cuevas de la ville de Mexico également. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent d'autres pays. Merci, bonjour, bonsoir et cela dépendra d'où vous nous suivez. Fernando Vázquez. Paola, je suis très surpris parce que chaque jour, tu me surprends avec une représentation de nos artisans du pays. Et aujourd'hui, c'est le tour de Oaxaca, n'est-ce pas? Oui, c'est un, c'est un costume du l'isthme de Tehuantepec. Vraiment, je suis impressionnée par ces broderies. Donc, c'est une robe typique de Oaxaca et nous espérons partager tout ceci avec tout le monde. Donc, bienvenue au musée José Luis Cuevas, 51 sessions, 3 langues, un format hybride, présentiel et en ligne, tout ceci à travers ce concept du Forum mondial pour l'économie sociale G7 2021. Aujourd'hui, comme les autres jours, nous avons des producteurs ruraux avec nous. Si tu me le permets, aujourd'hui, nous sommes visités par Panacea, Echilatle, Delenset, Lidadi, la boulangerie Sen Germina, la coopérative Aaron Amarante, la coopérative d'Atokpa et la VICEP qui vendent des produits des abeilles, tout un ensemble de produits mexicains pour le monde entier. Nous vous invitons à connaître ces marques et venez acheter et aider ces coopératives qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la plénière 4 qui s'intitule « Promouvoir des mécanismes divers et innovateurs de finances sociales et solidaires ». Donc, je vais me présenter le modérateur qui, à son tour, présentera ceux qui sont présents dans cette plénière. Le modérateur, c'est Luis Proaño Guillén du projet Cuba, du
directeur de la Fondation allemande des services. Il a une licence en économie, il a plusieurs diplômes et spécialités en gestion de projets, planification stratégique, gestion du risque en institutions financières, bilan social coopératif et gestion sociale, économie sociale et solidaire. Son expérience dans le secteur financier est de 35 ans, pendant lesquels, plus de 17, il a été consultant en coopérativisme et microfinance, tout ceci dans plusieurs pays comme Équateur, le Chili, Cuba, etc. Un applaudissement pour lui qui commencera la plénière ce jeudi-ci. Bueno, muy buenos días con todas y todos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo. Bonjour à tous. Où que vous soyez, bonjour à tous ceux qui nous accompagnent, des passionnés pour l'économie sociale et solidaire, qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagnait probablement depuis lundi et qui nous accompagnerait jusqu'à demain. Merci pour l'information qu'on vient de nous donner. Je voudrais simplement dire que la Fondation allemande Sparkassen a des opérations dans plus de 50 pays en Amérique latine. Le siège est à Mexico et la Fondation allemande de services, qui est une entreprise filière de la Fondation Sparkassen, est également ici au Mexique. Moi, je suis effectivement équatorien et je me sens partie de ce monde où il n'y a pas de frontières ni de pays. Permettez-moi de vous dire qui nous sommes, dans quelle organisation nous sommes. C'est un allié stratégique, une des organisations qui a collaboré depuis l'année précédente. Nous appartenons au groupe financier des caisses d'épargne en Allemagne, qui sont un pilier fondamental du système financier allemand, composé par les banques commerciales privées, les banques coopératives et les caisses d'épargne que nous représentons. Les caisses d'épargne en Allemagne ont un modèle de gestion fondé sur la coopération et non sur la concurrence. Dans chaque municipalité en Allemagne, il existe un Sparkassen et ça ne peut opérer que dans cette municipalité. Dans toutes les municipalités, et parce que ça opère en réseau avec des économies d'échelle, et l'on se rend compte que la concurrence n'est pas forcément un facteur. La concurrence n'est pas forcément le moteur du développement. Parfois, c'est plutôt la coopération. Nous partons du principe de la région pour la région. Nous captons des ressources dans les municipalités et nous plaçons le crédit dans la municipalité elle-même. Les utilités de cette gestion financière sont distribuées dans la même population à travers le refinancement des travaux ayant trait à la culture, le sport, le bien-être du peuple. C'est un modèle de gestion financière fondé sur l'équilibre entre la recherche de la rentabilité et la durabilité. Nous respectons un mandat social. Nous n'entrons pas en concurrence entre nous, mais nous fonctionnons en réseau. Un autre facteur de succès, c'est que nous sommes très près des gens. Nous sommes là où les clients veulent que nous soyons. Là où ils ont besoin de nous. Si un jeune préfère que les Sparkassen soient sur son portable, c'est là que nous sommes. Si quelqu'un veut se connecter à travers le portail d'une caisse d'épargne, c'est là que nous sommes. Si quelqu'un nous cherche dans les distributeurs automatiques, c'est là que nous sommes. Ou bien
S'ils préfèrent l'infrastructure physique, nous sommes dans chacun des villages en Allemagne. Nous opérons uniquement en Allemagne parce que notre mandat, c'est celui-là, de la région pour la région. Nous n'avons pas l'intention d'aller au-delà du mandat plus social et public pour lequel nous avons été créés il y a plus de 230 ans. Pour sa taille, c'est le groupe financier le plus grand d'Allemagne et un des groupes financiers le plus grand du monde. Pour avoir une idée rapide des chiffres qui démontrent à quel point notre groupe financier est puissant, nous avons 376 caisses d'épargne ou Sparkassen en Allemagne. Le groupe financier intégré en plus des caisses d'épargne par des entreprises de leasing, de factoring, de banques pour le logement, etc. Dans notre groupe financier, nous avons 1414 milliards d'euros en actifs, 12 192 succursales, 48,5 millions de comptes courants, 54,2 millions de clients avec une carte, 33,5 millions de comptes d'épargne, 23 200 distributeurs automatiques. Dans notre groupe financier travaillent plus de 200 000 collaborateurs et collaboratrices. Et nous avons dans le groupe plus de 15 000 apprentis à travers le modèle de formation duelle en Allemagne. Au total, nous pourrions dire que deux Allemands ou Allemandes sur trois ont leur compte dans les caisses d'épargne parce que nous sommes enracinés dans le peuple. Avec les banques coopératives, nous sommes certainement le secteur ou le bras financier le plus puissant en Allemagne, en Europe et probablement dans le monde. Et tout cela avec une approche de service à la communauté des territoires. Et pas forcément au service du grand capital. Voilà ce qui nous distingue. Ce modèle a été partagé dans le monde à travers des organisations comme la nôtre, qui sommes le bras consultant de ce groupe financier et nous coopérons avec des gouvernements, des organisations de l'économie sociale, surtout dans les systèmes financiers de l'économie sociale du monde entier. Je crois que vous avez une idée de notre envergure. Vous comprendrez que l'économie sociale, ce n'est pas ces toutes petites entreprises qui cherchent à survivre, ce n'est pas seulement des infrastructures de basse échelle dans des territoires déprimés qui se battent pour leur subsistance. L'économie sociale peut être aussi forte que nous le sommes. La différence, c'est que la taille de l'organisation est toujours, quelle que soit la taille de l'organisation, nous sommes toujours au service des gens. Dans cette session thématique, nous serons accompagnés par de très importantes personnalités de l'économie sociale et solidaire du monde. Et le thème qui nous convoque, c'est promouvoir des mécanismes divers et innovateurs de finances sociales et solidaires. L'innovation financière a, plus que jamais, comme défi la recherche de l'incorporation de la dimension humaine dans le domaine des finances. La priorisation de critères qui visent la redistribution des ressources économiques, l'innovation et la transformation numérique dans les services. Avec l'émergence de projets innovateurs, avec la vision de l'économie sociale et solidaire, les finances sociales devraient garantir l'inclusion financière, l'avancement de l'accès à ces services pour rendre viables les initiatives productives contribuant au bien-être. Les finances sociales et solidaires surgissent comme réponse aux finances conventionnelles qui captent les ressources de beaucoup pour concentrer les ressources sur très peu. Et
et ils excluent une grande partie de la population des services bancaires, surtout le Sud global et de l'économie associative, mutuelle, communautaire, populaire, autochtone et d'autres pratiques qui mettent au centre la vie et qui ont besoin des finances pour leur développement et leur consolidation comme n'importe quelle initiative économique. En essence, ces modalités se fondent sur des mécanismes innovateurs qui visent à démocratiser les ressources monétaires et financières en fonction des nécessités des peuples et de leurs organisations. Cela implique d'autres critères de gestion de l'argent, d'autres manières d'évaluer les projets et particulièrement la gestion différente des risques, ce qui permet l'implication des mécanismes financiers dans les investissements, la création conjointe d'instruments financiers et non financiers et surtout le respect aux spécificités socio-économiques de chaque initiative. Le modèle économique de développement dans le monde, les innovations, normalement, elles sont au service de qui? Au service des personnes, de l'être humain, ou bien au service exclusif du capital. Et dans ce sens, pour aborder ces thèmes, je vais me permettre de présenter rapidement nos collègues qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous avons d'un côté, et nous souhaitons la bienvenue à Susan Chibanga, directrice exécutive de Agora Microfinance de Zambia. Susan est comptable avec 13 ans d'expérience en Zambie, 8 ans d'expérience en microfinance. Elle s'est incorporée à Agora Microfinance en 2016 comme directrice financière, poste qu'elle a occupé jusqu'à sa nomination comme directrice exécutive. Elle a travaillé avec Inca en Zambie dans plusieurs postes dans le département de finances. Elle a été responsable d'influencer la mise en place de la stratégie financière. Elle a de l'expérience en planification stratégique, analyse d'affaires, gestion des risques et leadership et gestion de personnel. Elle a occupé différents postes dans un grand nombre d'industries qui incluent les mines, la construction, l'hôtellerie et les services financiers. Elle est membre de l'association de comptables publics certifiés ACAP et elle a une licence en sciences de l'Université de Zambie. Nous sommes également accompagnés par un collègue de l'Équateur, Giovanni Cardoso Ruiz, qui est le gérant général de la Banque de développement des peuples, co-développement. Magistère en gestion des projets pour le développement par l'École polytechnique du littoral en Équateur, spécialiste supérieur en gestion sociale par l'Université andine Simón Bolívar, spécialiste en finances populaires de l'Université andine Simón Bolívar, économiste de l'Université de Cuenca et diplôme de gestion publique de l'Université de la SOAC. Plus de 30 ans d'expérience en économie populaire et solitaire. Il a travaillé dans diverses organisations publiques, privées, populaires, solidaires. Il est enseignant au niveau du 3e cycle. Il est conférencier dans de nombreuses conférences nationales et internationales. Bienvenue, Giovanni. Nous entendrons à présent. Je vais maintenant présenter Ki Young Song, président de Korea Social Value and Solidarity Foundation de la Corée, président de la Fondation de valeurs sociales et de solidarité, premier fonds majoriste des finances sociales établi en Corée, une organisation bénéfique qui travaille sur les thèmes du logement social, propriété communautaire et des personnes sans foyer.
président du Fonds de finances de régénération urbaine, une plateforme fondée sur la collaboration de plusieurs agences du gouvernement central, les autorités locales et des instituts de recherche. Ex-prêtre de la diocèse de Séoul et de l'Église anglicane de Corée. Nous avons également avec nous, dans cette session thématique, Gianluca Salvatori, secrétaire général de Eurixe en Italie. Il a collaboré à Eurixe depuis 2009, tout d'abord comme directeur général et à partir de 2015 comme secrétaire général. Étant secrétaire général de Fondazione Italia Sociale. Depuis 2018 est membre du groupe d'experts de la Commission européenne d'économie sociale et d'entreprise sociale, GESES pour ses sigles, et participant observateur du groupe de travail interinstitutionnel des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire. Précédemment, il a travaillé sur la recherche et l'innovation dans la Fondation Bruno Kessler comme consultant de la province de Trento et comme fondateur et président de Progetto Manufattura. Nous avançons avec le groupe des panélistes et j'ai aussi le plaisir de présenter Marguerite Mendel de l'Université Concorde du Canada. Elle est membre du comité de consultants de politique pour le développement de l'économie sociale du gouvernement du Québec et a préparé le projet de loi sur l'économie sociale, projet adopté par l'Assemblée nationale. Elle est membre honoraire du JCEF et membre du comité consultant du JCEF. Elle a reçu le prix Pierre Dansero en 2012 de l'association francophone, l'ACFAS pour ses sigles, le prix Québec 2013 qui est le prix le plus important octroyé par le gouvernement du Québec en culture et sciences sociales. Et finalement, et nous avons le plaisir de l'avoir présentiellement avec nous, je présente Fernando Sicilia, directeur général de l'économie sociale du gouvernement de Mexico. Il a plus de 30 ans d'expérience, une licence en gestion d'entreprise, une spécialité en marketing par l'Institut supérieur d'études commerciales. Il a été directeur régional entrepreneurial dans la banque mexicaine. Il a été directeur de la banque commerciale dans la banque Nipe. Il a été opérateur des Bancomex. Il a également travaillé à Banca Serfin et il a été président du World Trade Center du Mexique. Eh bien, soyez tous les bienvenus. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous présenter la vidéo ouvrant cette plénière. Mirar al sector financiero con los lentes de solidaridad y cooperación es el primer paso para transitar hacia la justicia social. La relación entre las finanzas y el bienestar de las sociedades lleva años en discusión. Esto ha generado debates constantes sobre las verdaderas estrategias para democratizar los recursos monetarios. Nous avons mis en place des stratégies pour démocratiser le capital financier au service des majorités. Dans un monde mondialisé où il n'y a que quelques organisations financières concentrent les ressources, nous avons besoin de modèles redistributifs. Le secteur redistributif promet de s'occuper des nécessités provoquées par la crise. Le changement doit venir de la base de la société et doit mettre les services économiques au service de la société. Des finances coopératives aidant à faire face aux nécessités mondiales. Des finances pour un meilleur demain. Bienvenue à la plénière 4, mécanismes divers et innovateurs de finances sociales et solidaires. Il y avait
des choses à partager. Je voudrais commencer à poser ma question initiale pour chacun des panélistes. Comment transformer la réalité actuelle des finances conventionnelles qui se fondent souvent sur la spéculation et sont éloignées des nécessités des peuples pour construire des finances basées, établies sur les principes de l'économie sociale et solidaire et mettant l'être humain au centre. Je vais céder la parole d'abord à Susan Chibanga, ensuite Giovanni Cardosa, Kim Jung-song en troisième lieu, Gianluca Salvatori, ensuite Marguerite Mendel et finalement Gonzalo Alejandro Sicilia. Vous aurez chacun de vous 5 minutes pour votre réponse. Susan, tu as la parole. Merci beaucoup. Comme vous l'avez déjà dit correctement, la plupart des finances conventionnelles ne s'occupent pas vraiment des nécessités des personnes, puisque en réalité, en général, il s'agit d'une copie de ce qui a fonctionné ailleurs. Et c'est ainsi que l'on met en place des modèles étrangers qui ont fonctionné dans une autre économie. Et c'est ce qui arrive tout le temps, souvent dans les pays en voie de développement, en tout cas en Zambie. En Zambie, la microfinance commence à peine à se développer. Beaucoup de nos modèles ont déjà été développés dans d'autres régions, que ce soit en Asie ou en Europe. Et d'ailleurs, commencent à être introduits en Afrique à partir d'autres modèles. Mais il me semble important de promouvoir l'inclusion et d'adopter la diversité. Donc, pour que ceci soit possible, il existe la nécessité de comprendre la culture qui existe dans chacun des endroits. Et dans les microfinances, nous avons adopté cette perspective. Par exemple, si nous allons adopter une coopérative sur les groupes de personnes, nous sommes une institution qui a beaucoup de présence dans le domaine rural. Une des raisons pour le succès, c'est que nous avons adopté les structures culturelles qui existaient déjà précédemment dans la société avec laquelle nous travaillons. Par exemple, si nous arrivons dans un village spécifique, il faut reconnaître la présence du chef, du leader de ces personnes. Il faut parler avec eux et comprendre exactement quelles sont les nécessités des personnes dans cette région, dans ce domaine. Quelles sont leurs activités économiques, en quoi ils participent, comment ils vivent leur vie. Disons, par exemple, dans un cycle d'un mois, quelles seraient les activités qui se dérouleraient dans la communauté. De cette manière, on développe un modèle compatible qui serait compatible avec nos activités, qui pourrait répondre aux différentes nécessités des personnes. Dans notre cas, c'est là l'un des facteurs les plus importants de notre succès. La compréhension de la situation culturelle, du contexte culturel et le travail avec les structures déjà existantes. Donc, c'est très important de considérer toujours l'intérêt des différentes personnes impliquées. Normalement, on parle du travail en équipe, alors définitivement, nous devons laisser de côté quelques-uns de nos intérêts comme investisseurs, directrices par ailleurs ou clientes. Je dois mettre mes propres intérêts de côté et chercher un objectif partagé pour que chacune des personnes puisse obtenir un bénéfice de ce projet. Par exemple, dans l'économie capitaliste, définitivement, il y a des moments où les investisseurs cherchent toujours à obtenir plus de rentabilité,
ou augmenter leurs revenus, mais en faisant payer à d'autres clients des taux d'intérêt très élevés. Donc, les taux d'intérêt doivent être alignés pour que tous les acteurs puissent en bénéficier, pour que l'économie sociale et solidaire se concrétise. Donc, définitivement, l'alignement est très important. Et bien sûr, nous avons des alliances avec les différents groupes et acteurs. Actuellement, définitivement, les entreprises, les petites et moyennes entreprises ont également contribué avec de la technologie pour avoir un environnement plus propice où l'on pourra proposer ce genre de services financiers. Également, il faut trouver des alliances avec les opérateurs des réseaux mobiles qui vont offrir la technologie et des politiques financières qui soient à même d'aider à la gestion opérationnelle des institutions financières et ainsi pouvoir déterminer comment nous allons faire la prestation des services aux clients. Si nous pensions à autrui, parfois à l'utilisateur final et comment le gouvernement pourrait s'en bénéficier, comment l'environnement pourrait être protégé par le biais de ces pratiques, alors c'est ainsi que nous pourrions nous doter de services financiers durables. Alors, c'est notre expérience dans le cadre d'Agora Microfinance. Et nous avons adopté la diversité, nous avons créé de nombreux partenariats avec les gouvernements, nous offrons des transferts monétaires sociaux, nous avons forgé des partenariats avec des opérateurs mobiles et nous avons joint nos efforts avec d'autres groupes tels des prêteurs de services, l'assistance technique. Alors, toute cette expérience, toute cette connaissance nous aide à garantir qu'on pourra offrir les meilleurs services possibles pour tous nos clients. Et en somme, dans le cas de nos clients, bon nombre des modèles conventionnels avec lesquels on travaille sont beaucoup trop coûteux. Ce sont des modèles qui présentent des coûts effarants et également cela va être transféré au client et on espère que le client aille à la succursale, à la banque, mais dans notre cas, c'est à l'envers. On contacte le client, on voyage plus de 100 km pour arriver chez les clients, les inclure et que personne ne soit laissé pour compte. Et nous avons la ferme croyance que les personnes des différents secteurs ont besoin de services de financement. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. Même question alors pour Giovanni Cardoso. Monsieur Giovanni, vous avez la parole. Bonjour depuis l'Équateur et salutations affectueuses, mon très cher ami, mon si proche ami et à tous nos collègues dans le monde entier. Je tiens à aborder ce thème à partir d'une vision plus globale, si on peut le dire ainsi. Souvenons-nous qu'il y a toujours un propos et le propos est la construction de nouvelles relations, de nouveaux rapports socio-économiques. Cela implique la construction d'une nouvelle économie sociale et solidaire et, comme l'a bien dit Louise, où le comportement des êtres humains ne sera pas cadencé par la concurrence et la compétitivité, mais plutôt que le comportement des êtres humains et leur forme d'organisation se voient déterminés par la solidarité, la coopération et le soutien aux plus vulnérables, aux moins privilégiés. Donc, il faut tenir en compte trois dimensions. Le développement économique est nécessaire, oui, mais la diminution des brèches sociales est beaucoup plus importante et que le développement soit en harmonie et aille de la main avec l'environnement. Alors, quel est le grand objectif? En Équateur, on a ébauché la reconnaissance formelle des organisations fondées sur le travail et les multiples formes d'organisation, ce qu'on appelle l'économie populaire et solidaire dans le cadre du système économique, social et solidaire.
Donc, il soit nécessaire savoir que l'inclusion n'est pas uniquement financière. L'inclusion sociale, et cela implique la reconnaissance des unités populaires dont les ressources principales pour la production et le travail, et que leur forme d'organisation, leur mode d'organisation, les coopératives et les systèmes associatifs et communautaires ne s'organisent pas en termes d'accumulation, de cumul de capitaux, parce que ces financements doivent être complémentés par d'autres ressources. Le facteur de production est le travail et non pas le capital. D'où qu'ils aient besoin qu'à partir du niveau du gouvernement, ils ont besoin de politiques publiques, d'un rectorat, d'une supervision, et tout d'abord pour développer l'inclusion sociale qui impliquera la reconnaissance de ces populations. Et en plus, il faut reconnaître que ces personnes ne s'organisent pas en accumulant le capital, mais grâce aux formes d'organisation basées sur le travail. À la fin, on retrouve l'inclusion financière. Cela représente la promotion de l'intégration d'une énorme quantité de structures de crédit, de banques communautaires, des fonds de crédit, des rondes, des cycles de crédit, des coopératives, des pré-coopératives, des sociétés populaires à l'investissement, qui en Équateur, on appelle les sections du secteur populaire et solidaire, et la Banque sociale et éthique où je travaille, on les appelle structures financières locales. Donc, il est nécessaire de passer des microcrédits aux finances populaires solidaires, et dans la même mesure qu'on bâtit une autre économie, il faut construire d'autres rapports d'intermédiation financière qui sera condensé par la solidarité et la coopération. Il y a un rôle pour chacun des acteurs, pour l'État, pour les organisations sociales, pour la banque éthique et sociale, pour les associations populaires elles-mêmes, et surtout pour leurs organisations à l'épargne, le crédit et les prêteurs de services et les fournisseurs de services. Il faut donc développer une énorme quantité de stratégies, formation, éducation, et se doter d'une capacité juridique. En Équateur, on avait 1250 coopératives d'épargne et de crédit. Aujourd'hui, on en a 500. Et le concept est que la durabilité va commencer grâce à l'accumulation du capital, et cela a réduit le nombre de coopératives quand la logique doit marcher à l'inverse, tourner à l'inverse, comme l'a dit Louis. Et le développement historique des caisses d'épargne communautaire, sans se faire la concurrence, mais tout en coopérant et en s'intégrant par le biais de services et de flux financiers, et à travers la connectivité, les systèmes de comptabilité, d'information, des systèmes d'automatisation, etc., etc. Et la perspective en vue de construire un niveau tissu financier où les institutions telles la banque où je travaille pourront offrir pas seulement des crédits, mais des services pour qu'ils puissent avoir accès à des structures financières et à des systèmes de transnationalité pour acheminer le paiement d'envois monétaires, des transferts monétaires conditionnés, non conditionnés, pour qu'ils puissent avoir accès au système de transactionnalité de la Banque centrale, les transactions de la Banque centrale d'Équateur pour le paiement de services, l'électricité, l'eau, les cartes, des ATM, alors des caissiers automatiques. Donc, il y a des rôles à jouer pour chacun de ces acteurs, de ces agents, dans la construction d'une économie différente. Merci beaucoup. Merci, Giovanni, pour cette intervention. Et maintenant, Kion Jong-song va prendre la parole et répondez à cette question. Comment transformer la réalité actuelle des finances conventionnelles fondées sur la spéculation et s'y éloigner des besoins des peuples en vue de construire un système financier basé sur les principes de l'économie sociale et solidaire? Vous avez la parole. Bonjour à tous, salutations de Séoul, salut depuis Séoul, en tant que président de la Fondation Korea Social Value Solidarity Foundation et en tant qu'invité à participer à ce forum de GSF. Je suis heureux
de pouvoir vous parler, de m'adresser à vous à l'occasion de ce forum tenu dans la ville de Mexico. Ceci nous offre de très importantes occasions pour repenser la façon dont opère notre système d'aide sociale et notre système financier pour ouvrir les portes à ceux qui ont été plus vulnérés par la pandémie. Et finalement, il me semble que l'économie sociale et solidaire est essentielle pour revaloriser la société, pour la revalider, pour pouvoir croître de manière plus durable et solidaire. Et pour parvenir à notre potentiel complet, il faut avoir accès à des systèmes de financement plus solides qui offrent des services financiers adaptés pour les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. La Korea Solidarity Foundation a été créée en 2019 et c'est la première fondation vouée aux services financiers en Corée, basée sur un partenariat entre la société civile, les syndicats, le secteur privé public. En Corée, le nombre d'entreprises dans le cadre de l'économie sociale et solidaire a beaucoup évolué au cours de cette décennie. C'est devenu un des secteurs prioritaires pour le gouvernement. Et c'est pour cela que le gouvernement s'intéresse à promouvoir ce secteur à fond. Et même si on voit surgir des entreprises de cette nature, il n'y a pas des financements pour ces entreprises de l'économie solidaire et sociale. Pour résoudre ces problèmes, en 2018, le gouvernement a annoncé un plan de promotion, de financement social, tout en recherchant la création d'un fonds dédié. La Korea Social Value and Solidarity Foundation a été créée pour porter soutien de nombreux projets d'impact social. Par exemple, des projets de régénération, redynamisation urbaine et en deuxième lieu, pour porter soutien aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans les différentes régions de Corée. Par ailleurs, nous avons cherché à attirer tous ces intermédiaires par le biais de programmes de formation et à partir de sa création en 2019, on a forgé des relations avec 15 intermédiaires et la Fondation a finalement pu créer un réseau d'environ 15 millions d'initiatives d'investissement, de crédit, pour renforcer la durabilité dans le cadre de l'économie sociale. Et le financement social dans ce sens-là est indispensable. On requiert la collaboration, la collaboration dans tous les secteurs est requise et de la part de tous les secteurs également. Merci, merci beaucoup. Et nous posons la même question qui est le fil rouge de sa session. On invite Luca Salvatori qui va faire son intervention et donner la réponse à cette question. Merci beaucoup. Bon, je commence par faire une observation. Le financement social a une définition aussi complexe que la définition de l'économie sociale et solidaire. On peut faire le distinguo par type d'organisation, par dimension, par activité, par antiquité, par emplacement géographique. Une coopérative, les grands consommateurs peuvent avoir des milliers, des millions de membres et les flux financiers de ces entreprises, de ces affaires ne peut être comparable au flux financier d'une entreprise sociale qui vient d'être formée, qui opère dans des secteurs non traditionnels où l'entreprise va être construite à partir de rien du tout. Les investissements initiaux sont des investissements à grand risque. Par exemple, une coopérative de producteurs agricoles dans un pays à bas revenus, les services financiers
sont parfois plus importants que l'innovation et la sophistication de ce type de projet. Et bon, je fais cette précision car au lieu de penser à une liste de services financiers qui pourraient desservir tous ces systèmes, il faut penser à tous les outils qu'on peut avoir en commun. Si nous pouvions trouver un dénominateur commun, il sera plus facile de sélectionner des mécanismes individuels qui seraient fondés sur ce profil déjà identifié ou ces caractéristiques identifiées pour chaque organisation. Mais peut-être une des grandes problématiques qu'il faudrait aborder avant cela sera de nous demander si ce type de financement doit viser la rentabilité, la profitabilité comme l'objectif ultime. Est-il possible de rechercher un financement qui ne soit pas à profit ou chercher toujours la rentabilité, le profit le plus élevé? C'est une grande question à répondre car pendant ces dernières 30 années, la question a toujours été répondue par un non absolu, ou peut-être la perception générale est que l'industrie financière est une industrie autonome qui est régie par le besoin de croître de plus en plus et d'offrir toujours aux investisseurs un plus grand profit, de plus grands profits. Mais aujourd'hui, nous sommes plus conscients de l'aspect si négatif de ces ciblages. On le voit dans la manière dont on entend l'économie actuellement. Analysons les impacts dans les entreprises. Le financement, au lieu d'être un instrument pour développer des entreprises et des affaires, est une industrie qui conditionne les stratégies des affaires et les pousse à avoir des objectifs faciles à mesurer sur le court terme pour avoir accès au financement. Donc, il faudrait remettre en question les objectifs tracés et les priorités, car ces dernières 30 années, il me semble que nous sommes tombés complètement à côté de la plaque dans l'industrie financière et maintenant les entreprises, pas seulement les entreprises, mais peut-être de façon plus large la vie économique. Il faudra repenser la liaison avec les investisseurs, les rapports avec les investisseurs et remettre au cœur de nos actions les intérêts de la communauté. Aujourd'hui, le débat, il me semble que le débat doit se centrer et doit plutôt moins prioriser les services financiers et plutôt prioriser les objectifs de la communauté. Et évidemment, ce dilemme nous mène à des conséquences et à des débouchés négatifs, pas seulement pour ceux qui travaillent à l'économie sociale, mais pour ceux qui essayent de réinventer le capitalisme. Si nous penchons sérieusement sur les discours sur la valeur du partage, la responsabilité sociale que gèrent les grandes entreprises. La conséquence la plus logique sera d'avoir une intervention dans les modèles financiers où ils basent leurs activités. C'est bien là le quid de la question. L'économie sociale et solidaire offre une opportunité extraordinaire pour changer le discours, pour changer la donne, avoir une vision alternative et différente à celle qui a dominé pendant des décennies et qui a tenu le dessus, une vision où on devra toujours maximiser les profils, les courts termes et les objectifs qui sont simples à mesurer. Maintenant, il faudra plutôt mettre le cap sur la transformation sociale et c'est là où doivent viser nos activités économiques. Les organisations de l'économie sociale ont beaucoup à dire en ce qui concerne le modèle de financement qui servira à aider les communautés, la société à se développer. Cela veut dire qu'on doit se cibler, pas principalement sur les mécanismes financiers utilisés pour le développement de ces organisations. Je veux être bien clair. C'est le grand moment pour que l'économie sociale et solidaire non seulement recherche le financement social, mais s'intéresse plutôt au financement
dans le sens où ils pourront contribuer à la perspective de ces communautés, dans le cadre des principes et des pratiques, en partageant une vision où ce ne sera plus l'industrie financière qui va décider, qui va prendre toutes les décisions, qui aura la dernière parole, mais surtout qu'il existe cette bienveillance d'investir dans les valeurs communes. C'est ça qui est essentiel. C'est là où il faut mettre l'accent de plus en plus au lieu d'analyser les instruments dont on aurait besoin pour l'économie sociale. Merci beaucoup, Jean-Luc, des réflexions très importantes. Et maintenant, nous invitons Madame Marguerite Mendel pour qu'elle partage avec nous son point de vue sur cette question. Madame, vous avez la parole. Je crois qu'on a perdu la connexion avec Madame. Ah, vous m'entendez bien? Ah oui, vous m'entendez. Ah oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. C'est un plaisir que de me joindre à vous aujourd'hui. Et bon, l'avantage d'être le 5e ou 6e intervenant dans la liste, je peux réfléchir à tout ce que vous avez dit avant moi. Et la toute première chose à dire, c'est que je conviens sur tout ce que vous avez dit. Bon, il me semble qu'il faut adopter une perspective beaucoup plus globale, plus critique sur comment transformer la réalité. Peut-être on exagère, mais je crois que oui, nous sommes en train de transformer la réalité. Je rebondis sur ce que Jean-Luc a dit. Ce qu'on décrit aujourd'hui comme le financement social, c'est un concept disruptif. Et je le dis, par exemple, si on observe comment tourne le marché des investissements dans le monde entier, on voit que la croissance est très importante. Oui, il faut saluer cela, mais par ailleurs, il faut toujours l'analyser de façon très critique, avec un œil très critique. Et il faut toujours, surtout, réfléchir à ce type d'initiatives qui font semblant, qui s'intéressent à l'écologie, font semblant, qui s'intéressent à l'environnement et à la société par le biais de fondations qui ne sont même pas si engagées comme d'autres organisations envers l'environnement et l'impact social. Alors, comment attirer les investissements à l'économie sociale et solidaire? Et en rebondissant sur les commentaires de Jean-Luc, nous devons renforcer les principes sous-jacents de l'économie sociale et solidaire. Parfois, on l'oublie dans ces perspectives si larges, si approfondies pour attirer les investissements. L'économie sociale et solidaire est très diversifiée. Nous avons des grandes, des petites, des micro-entreprises, nous avons des coopératives, nous avons des organisations qui ne recherchent pas le profit et qui ont d'autres historiques dans cette mosaïque, mais il faut toujours se résister à ce qu'on observe dans le marché, sur le marché et les activités d'impact qui ne cherchent qu'à maximiser leurs gains. Il y a de plus en plus de ressources disponibles dans ce marché, mais parfois ils sont complètement déconnectés des besoins et des spécificités des organisations dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'on a appris des autres intervenants, c'est que le financement basé sur la compréhension des besoins, la compréhension de la diversité des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est justement ce qui a permis de créer des instruments diversifiés, des instruments financiers diversifiés. Et maintenant, je voudrais aller un peu en arrière, si vous me le permettez, car aujourd'hui, on présente tout comme une nouveauté, les investissements d'impact, les investissements choc. On en parle depuis les années 90. Alors, cela est relativement innovant. Et maintenant, nous avons, à partir de la crise financière de 2008-2009, par la recherche d'instruments d'investissement plus éthiques, des marchés plus éthiques et déontologiques où on pourrait investir. Mais nous savons déjà, et on a déjà entendu, qu'il y a une longue histoire de financement social dans la banque communautaire de microfinancement qui a toujours été ancré sur les crédits traditionnels communautaires tel qu'on l'a établi en Afrique, même dans ma province au Québec, les syndicats, le mouvement des travailleurs qui ont toujours participé des fonds de solidarité en démontrant que oui, on peut être rentable
mais il faut que les retours soient faits sur le long terme par le biais de finances saines et sans spéculation. Mais quoi qu'il y a beaucoup à faire, le financement social basé sur les principes de l'économie sociale et solidaire va bien en deçà d'être une force disruptive. C'est une force disruptive. Aujourd'hui, nous avons une influence. Aujourd'hui, on se saisit des institutions financières, oui, évidemment, avec les exceptions dont j'ai déjà parlé. Mais ce qui nous reste à faire, tel Jean-Luc l'a si bien dit, c'est de poursuivre notre travail de l'intérieur dans le cadre des institutions financières les plus importantes pour qu'on comprenne qu'il faut continuer à promouvoir ces tendances. Et j'ajoute que un élément qui manque dans ce marché, c'est qu'il faut changer nos horizons temporels, nos ambitions. C'est quelque chose qui n'a pas été compris dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Il faut respecter les cycles de vie des organisations dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et la plupart des instruments existants sont des instruments de dette sur le très court terme. Alors, il faut co-concevoir avec les différents acteurs le capital, les instruments financiers qui pourront répondre aux besoins, comme le disait le révérend Somme, et on pourra créer d'autres modèles au sein des institutions, comme on l'a déjà fait en Corée. Nous avons déjà beaucoup d'expérience à partager, des opportunités à la création de réseaux, de partenariats dans le monde entier. Cela nous aide à transférer les connaissances de pays en pays, de continent en continent. Soyons disruptifs, continuons à altérer à la base les institutions financières, les financements, mais ce faisant, il faut toujours insister sur le besoin de nous cibler plus sur les besoins des acteurs dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et pas seulement pour se doter de plus de capitaux dans le système. Muchas gracias, Margarita. Merci beaucoup. Marguerite, nous allons fermer cette ronde parce que nous commençons à avoir un temps un peu juste. Donc, Monsieur Sicilien, nous allons vous demander de répondre à cette question centrale. Merci, bonjour ou bonsoir à tous, toutes. Merci à tous les participants. Merci, Louise. Bon, pour parler de l'économie sociale et solidaire, avant tout, je tiens à souligner qu'il est nécessaire d'avoir des financements. Il est nécessaire que les financements parviennent à tous les secteurs et surtout aux plus vulnérables. Des financements ayant un taux d'intérêt approprié pour que tous les secteurs vulnérables puissent y accéder. Donc, transformer la réalité actuelle de la société, de l'économie sociale et solidaire exige que je fasse quelques commentaires. Le capital financier au Mexique et dans le monde entier est ouvert à la libre spéculation des capitaux, ce qui permet d'augmenter les différences de richesse et consolide l'exclusion sociale des secteurs les plus défavorisés, comme je le disais précédemment. Maintenant, malgré l'existence d'une énorme offre de crédit et de prêts et d'emprunts, le système financier en général n'envisage pas la possibilité de financer certaines entreprises, certains projets, certaines personnes parce qu'ils ne s'ajustent pas à leurs critères de rentabilité. Les critères sont fondés principalement sur l'existence de garanties telles que les biens immeubles et les obligés solidaires. Et donc, cela
À cause de tout cela, la plupart des banques n'ont pas des taux accessibles à la plupart de la population. Je voudrais également parler des financements pour des projets de l'économie solidaire. L'utilisation de ces critères que j'ai commentés rendent les outils financiers insatiables. Et donc, certaines initiatives d'insertion sociale ou d'auto-emploi ou certaines activités alternatives novatrices manquent des ressources initiales, des services financiers. Et donc, certaines initiatives socialement utiles sont exclues du cercle bancaire financier. Face à cette situation, le CONDESO, qui est l'organisme que je représente, le Fonds de développement social de la ville de Mexico, a pour fonction de transformer la réalité actuelle des finances conventionnelles et propose de nouvelles modalités financières capables de répondre aux nécessités des personnes et des entreprises, puisque dans ce cas, les ressources sont destinées à leurs projets, à leurs idées de développement dans ce monde. C'est pour cela que le Fonds de développement social a des crédits allant de 0 à 6% d'intérêt annuel pour pouvoir parvenir à toutes les classes défavorisées. C'est pour cela que depuis le fidéicommis, on donne une opportunité aux personnes qui créent des initiatives à travers on les soutient en leur donnant des ressources. Nous considérons le crédit comme un moyen de financement à la production pour les nécessités des personnes et des entreprises. Par ailleurs, il est également nécessaire de commencer à concevoir l'économie comme une nouvelle forme d'organisation de la société autour des ressources productives et dans leur concept de progrès et de bien-être à travers de nouvelles manières de fonctionner autour d'aspects tels que la production, la distribution, la consommation, les finances et le commerce, en proposant une alternative à la production actuelle. Je considère pertinent de mettre en place dans les stratégies financières actuelles les bases de l'économie solidaire qui consiste à l'introduction de niveaux croissants de coopération dans les activités des organisations et les institutions économiques pour la création d'un ensemble de bénéfices sociaux et culturels allant au-delà de la sphère des bénéfices économiques. Nous devons souligner la pratique de l'économie solidaire contribue à la lutte contre les causes d'exclusion et la pauvreté et non seulement sur leurs conséquences. De cette manière, nous pouvons construire alternativement tous et toutes en partant du local vers le global. Ainsi, une partie de la diversité des personnes, des cultures et des nations sera prise en considération pour une société diverse. Dans ce système, les initiatives économiques qui donnent pour résultat la gestion démocratique et participative, l'orientation des nécessités humaines et l'engagement de la communauté. C'est ce que nous proposons. Merci beaucoup, Gonzalo. Comme le temps se termine, je vais me permettre de faire une synthèse très brève pour souligner l'essence de ce qui a été dit dans cette première ronde. Susan Chibanga a parlé des modèles financiers qui ont été développés ailleurs et qui sont mis en œuvre sans les ajuster à l'environnement, à la culture et aux nécessités propres de chaque région. Elle a dit que les finances doivent être au service des finances et pas à l'envers. Et elle a également souligné comment, dans les territoires, les alliances sont importantes. Giovanni Cardoso de l'Équateur a parlé du défi de construire une nouvelle économie fondée sur les principes de coopération et de solidarité. Il a parlé de penser à un modèle
de développement économique aligné et cohérent avec le respect à l'environnement. Il a parlé de promouvoir une inclusion financière sur la base de l'inclusion sociale et reconnaissant toutes ces formes d'organisation sociale qui existent déjà dans les territoires. Il a dit que les finances peuvent s'ajouter à toute cette diversité. Il propose, il suggère que le processus soit à l'inverse. D'abord, il faut qu'il y ait de l'inclusion sociale, une inclusion sociale reconnaissant ces formes d'organisation pour ensuite produire de l'économie dans ces territoires et donc pouvoir faire avancer l'inclusion financière. Kim Young-Jong nous a dit qu'il croit fermement que l'économie sociale et solidaire est essentielle pour revaloriser la société et pour permettre un développement durable. Afin d'atteindre notre plus grand potentiel, nous devons créer des écosystèmes de financement plus solidaires avec des services financiers sur mesure pour différents secteurs de la société. Gianluca a utilisé plusieurs concepts dans son intervention et il a parlé de ce dilemme des investissements en économie sociale. Reconnaissant la différence par région, par taille, l'élément, le commun dénominateur du financement est de chercher toujours la rentabilité. Et oui, les projets doivent s'adapter à cette logique. L'industrie financière est régie par une tentative de devenir de plus en plus grand et d'avoir de plus en plus de capital, toujours en analysant le risque du capital. Marguerite Mendel a parlé d'attirer des investissements pour l'économie sociale alignés avec les principes de l'économie sociale et transparents. Elle a parlé de résister à cette tentation d'essayer de maximiser exclusivement la rentabilité. Elle a parlé de chercher des investissements d'impact, mais à partir de modèles d'éthique durables. Et finalement, Gonzalo a parlé de l'importance de chercher le financement et que ce financement parvienne aux plus vulnérables à des prix et des taux appropriés. Les critères de sélection de la banque traditionnelle pour le financement sont assez souvent s'excluent parfois et une réponse, une contrepartie à tous ces critères est fondée sur le Fonds de développement social dont il est le leader. Nous passons à la deuxième ronde rapidement. Dans cette deuxième ronde, il est important de reconnaître les éléments mentionnés dans la ronde précédente et les relier à la question suivante. Quelles sont les actions et les stratégies ou des personnes, groupes, gouvernements ou pays pour parvenir à un monde plus meilleur et plus inclusif? Quelles sont les actions qui doivent être soutenues au niveau local? Je vais demander aux intervenants d'être très respectueux des temps. Nous sommes un petit peu en retard et vous avez 3 minutes pour vos réponses. Finalement, nous vous invitons à nous suivre à travers notre page www.jcf2021.org où nous vous invitons à utiliser le hashtag JCF2021. Donc, je cède la parole à Suzanne Chimbanga de Zambie. Merci. Merci. Je suis certaine que nous savons parfaitement que les banques ne sont pas uniquement un service. C'est également un outil que nous avons entre nos mains et qui nous permet de gérer nos propres ressources financières. Donc, quelques-unes des actions que nous devons prendre en tant qu'individus, gouvernements, groupes, institutions financières
organisations alliées identify measures that would sont social and toute une série de pas, des mesures permettant d'aspirer à une ou d'aller vers une économie sociale et solidaire. C'est ce que nous avons observé tout au long du temps, car dans les pays qui sont plus touchés par le changement climatique ou avec ce qui s'est passé avec la pandémie de COVID, eh bien, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer avec les opérations traditionnelles d'avant. Maintenant, il faut s'adapter et il faut comprendre que ces apports sont nécessaires dans tous les secteurs. Le gouvernement établit ses politiques et a besoin de comprendre également que les institutions financières sont de grands acteurs dans le marché et donc il est nécessaire d'impliquer toutes les parties intéressées, toutes les personnes qui participent dans l'élaboration des politiques. Il est également nécessaire de garantir que ces politiques soient mises en œuvre de manière plus prudente et qu'elles cherchent également le bénéfice de toutes les personnes au niveau mondial. Par ailleurs, j'aimerais également confirmer ce qui a déjà été mentionné et je suis totalement d'accord. Chercher un financement pour des secteurs spécifiques de l'économie, des segments spécifiques, c'est très important. Par exemple, pour les réfugiés ou pour les personnes les plus vulnérables. Dans ces cas-là, il est vraiment utile d'obtenir des financements à des prix raisonnables, car cela fournirait plus de bénéfices à ces communautés plus vulnérables. Ce que nous cherchons à faire, c'est d'avoir une économie plus inclusive et nous voulons que ces personnes vulnérables aient également accès aux services financiers. Par ailleurs, il me semble que la diversification Pardon, votre temps s'épuise. Okay, thank you. Yes, indeed. The diversification of products in the form of not Oui, just. d'accord. Donc, je parlais de la diversification de produits. Ne pas considérer uniquement que le crédit est un soutien, mais il y a également d'autres services comme les microassurances, par exemple, des services qui fournissent également une réserve pour ces sociétés vulnérables. Ces zones de la société qui sont vulnérables. Maintenant, nous allons en Équateur et nous demandons à Giovanni Cardoso de répondre à cette question. Merci. Merci d'avoir pris quelques minutes supplémentaires lors de mon intervention précédente. Et là, je veux parler de 3 idées. La production debe tener o no. On ne doit pas se demander si la production doit produire des bénéfices ou pas. L'importance, c'est la redistribution des ressources et la gestion du capital accumulé pour construire une autre économie. Et dans ce sens, l'État a un rôle très important, les gouvernements locaux et nationaux. Ces gouvernements doivent commencer à construire, comme dirait José Luis Corraggio, dans les territoires et avec un esprit de transition vers l'économie sociale et solidaire. L'on doit favoriser l'économie sociale et solidaire, surtout les finances populaires et solidaires. Nous avons fixé quelques stratégies qui pourraient être considérées comme des politiques publiques. La première, c'est consolider et articuler entre elles les organisations elles-mêmes du secteur financier populaire solidaire, mais au service des processus productifs des agences socio-économiques de l'économie réelle, de l'économie populaire et solidaire. Et à l'intérieur de ce grand objectif, les stratégies suivantes.
Nous avons un grand travail à faire dans ce soutien pour la construction d'une personnalité juridique, pour passer de l'informalité à la formalité. Accès aux services financiers, mais pas seulement le crédit, premier et deuxième étage, mais la transactionnalité également, les cartes de crédit, les distributeurs, les facilités pour les programmes de connectivité et gestion, l'accès aux programmes nationaux de paiement et transactionnalité, et tout un cadre de régulation qui soutiennent ces organisations. Le deuxième objectif est d'articuler ce secteur populaire et solidaire avec la banque publique éthique et sociale qui a un caractère privé dans un système financier national. Donc, donner des fonds aux organisations, des mécanismes de liquidité financés à travers des opérations de premier et deuxième étage au tissu socio-économique de l'économie sociale et solidaire, accès aux assurances de garantie, des lignes de crédit pour ces organisations populaires et leurs filiales, travailler en termes de développement local dans chaque territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Giovanni, et merci de vous avoir ajusté au temps. Maintenant, nous allons entendre Kim Johnson. Nous vous invitons à répondre depuis Corée à cette question. Un des impacts de la pandémie COVID-19, ça a été que les personnes les plus vulnérables de la société ont souvent été touchées. Nous avons besoin des actions de solidarité dans tous les domaines sans exception. Et dans ce sens, le rôle des organisations est fondamental. Nous devons incorporer les valeurs sociales et ceci dans tous les domaines économiques. En temps de crise, l'économie sociale et solidaire peut avoir une importance vitale car il y a de plus en plus d'entreprises sociales dans notre communauté. Et donc, ces entreprises peuvent se connecter rapidement avec les groupes vulnérables. Tout au long de la pandémie, nous avons vu un élargissement de la brèche des revenus et il y a de plus en plus de conditions de travail précaires à cause des politiques fiscales qui ont été mises en place. Il y a également différentes formes de technologies qui ont créé de nouveaux défis et de nouveaux risques pour la société. Mais en premier lieu, il faut avoir des outils financiers pour lutter contre le changement climatique et aider les travailleurs qui ont des conditions précaires de travail pour avoir accès à des politiques de bien-être public. Par exemple, les personnes qui travaillent de manière autonome ou les personnes qui ne sont pas encore couvertes par un cadre juridique doivent être pris en considération et souvent, ils n'ont pas accès à la sécurité sociale non plus, ce qui doit être garanti. Il est également nécessaire d'institutionnaliser les conditions de travail pour ces employés. Nous pouvons également avoir des programmes mutuels de la part de l'État. Dans le gouvernement métropolitain de Séoul, notre fondation aide les travailleurs à avoir accès à des fonds mutuels. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec beaucoup de personnes sur 6 domaines stratégiques afin de garantir ceci. Il me semble que la pandémie de COVID-19 peut être une excellente opportunité de repenser la structure de financement dans notre économie en pensant aux systèmes sociaux. Ensemble, nous pouvons créer une société résiliente, durable, solidaire, sur la base de la participation de tous les acteurs de l'économie sociale. Merci beaucoup. Rapidement, nous passons vers l'Italie avec Gianluca Salvatore. Oui, ma réponse à votre question est très simple. Il me semble que l'économie sociale et solidaire doit être beaucoup plus ambitieuse et donc il faut se rappeler que
plus d'un tiers du capital investi dans le monde est contrôlé par les 100 principales entreprises et 2 tiers de cet argent est investi dans des fonds de pension et un tiers sur les fonds souverains. Seulement une petite quantité de gestionnaires actifs gèrent collectivement presque tout ce qui est investi au niveau mondial. Une partie essentielle de ces fonds nous appartient à nous, aux citoyens, aux travailleurs. C'est nos pensions, ce sont les fonds qui ont été créés de la part des gouvernements pour soutenir les politiques publiques de l'avenir. C'est notre argent. Cependant, nous n'avons pas une voix ou une participation dans ces processus. Donc, ce qui est important, c'est d'obtenir, de s'emparer une fois de plus du contrôle. Au niveau pratique, cela signifie qu'il faut faire pression sur ceux qui gèrent ces actifs financiers pour que nous soyons représentés. Et ces gestionnaires financiers qui gouvernent les fonds financiers doivent sentir cette pression. Donc, nous devons développer nos capacités. Nous devons avoir une grande représentation et une stratégie claire qui, à mon avis, doit se fonder au moins sur 2 objectifs très clairs. Tout d'abord, le développement d'outils de comptabilité rendant possible de compter sur des critères fiables et normalisés pour mesurer l'impact. Ce sont des critères différents aux métriques que nous utilisons actuellement, comme les mesures d'impact utilisées actuellement, mais très déséquilibrées. Et là, je parle de la communication, des services pour les investisseurs. Et ensuite, il faudrait défier également les acteurs financiers, non seulement du secteur de l'économie sociale, mais il faudrait les défier pour qu'ils trouvent de nouvelles formes de gouvernance qui incluent également les autres acteurs. Donc, il est nécessaire d'exporter les principes organisationnels de l'économie sociale vers des environnements qui n'étaient pas réceptifs auparavant, mais qui actuellement peuvent l'être. Il me semble que ce serait là une manière pratique de canaliser notre énergie et nos efforts afin de changer les finances internationales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gianluca. Maintenant, nous partons au Canada avec Margaret Mendel pour sa réponse à la 2e ronde. Thank you. I interpreted it as a very broad question. Eh bien, moi, j'interprète cette question comme quelque chose de très général, où les finances font partie d'un tout. Je pense que Giovanni Cardoso a parlé du rôle de l'État. Et il me semble que ceci est très important pour répondre à la question sur quelles actions doivent être promues au niveau local. Si vous vous rappelez, le maire adjoint de Montevideo au début de l'événement a dit que le niveau local devrait être le premier niveau, pas le 3e. Il ne devrait pas être le dernier niveau du gouvernement. Dans mon pays, par exemple, la Constitution identifie le rôle et la responsabilité des provinces et c'est les provinces qui définissent les responsabilités des villes. Et limite énormément les ressources disponibles pour les villes. Donc, quand on parle du niveau local, que ce soit dans le domaine des finances, de l'économie sociale et solidaire, il faut également parler des limitations qui existent et comment nous pouvons briser des barrières pour qu'il y ait plus de cohérence entre les différents niveaux des politiques. Tout ceci a trait à la conception des institutions d'économie sociale. Au Canada, le gouvernement fédéral introduit maintenant un programme d'innovation sociale et il y a eu un grand débat sur le fait qui se demande si ceci devra être centralisé ou si, par exemple, si ça devrait être un commerçant en gros qui ensuite vendrait aux vendeurs en détail. Mais en tout cas, ces différents instruments doivent
doivent avoir une branche locale avec des intermédiaires proches du marché. Dans ce sens, il faut analyser l'économie politique, les structures administratives et les unités qui existent dans tous les pays, car la gestion publique telle que nous la connaissons est rigide, elle est difficile, la bureaucratie est grande. Et il faudrait donc éliminer des barrières, ouvrir plus de portes. Il faut qu'il y ait plus d'opportunités pour la participation des acteurs afin qu'il soit possible d'élaborer des outils appropriés pour le niveau local. Pour respecter le temps, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margaret. Et donc, nous fermons cette deuxième ronde avec Fernando González Sicilia. Eh bien, pour répondre à ce point, je vais faire référence à la vision de l'économie solidaire comme un processus qui est mis de l'avant par des groupes sociaux qui se soucient des problèmes et des nécessités des gens, des peuples autochtones, des personnes qui veulent développer des initiatives entrepreneuriales en accord avec un sens social. Ces mouvements qui luttent pour l'équité de genre, les mouvements écologistes qui veulent répondre aux problèmes environnementaux provoqués par le mode de production actuel. Les organisations non gouvernementales qui cherchent à contribuer au processus de développement local et alternatif. La convergence de tous ces acteurs fait partie de tout un processus de convergence de ces groupes qui cherchent à se constituer en sujet d'un développement personnel et collectif allant du micro au macro. Malheureusement, la plupart des gens au Mexique, comme dans d'autres pays, n'ont aucune conscience de l'importance de leur rôle en tant que citoyens actifs pour la transformation sociale. Cependant, dans la société, celui qui doit prendre l'initiative pour faire avancer cette transformation, c'est la population elle-même qui doit se charger de tout cela. Nous devons changer notre culture pour favoriser la solidarité. Donc, la stratégie des individus, des groupes, des sociétés, des gouvernements et des pays doivent établir des liens horizontaux à court et à long terme, en long et en large, doit favoriser ce qui intègre tout le monde. Donc, la coopération passe d'être une coopération pour le développement pour devenir une coopération entre les êtres humains en protégeant leur identité, leur économie, le patrimoine des peuples, leur territoire, leur environnement et leurs ressources naturelles. C'est ainsi que l'on contribue à l'élaboration d'outils de développement social et économique et non pas à une transformation unilatérale. Et nous allons mener en avant ces actions dans le cadre de l'économie solidaire et la coopération, l'impulsion aux sources des savoirs et aux expériences entre les organisations. Et ce sont des problématiques similaires liées au gouvernement. Les politiques publiques doivent être un moyen pour générer des espaces et des opportunités pour que les personnes aient la maîtrise de leurs ressources. Et le résultat sera que nous aurons une souveraineté économique, politique et sociale de chaque individu, communauté ou groupe, et cela représentera une véritable démocratie. Et dans cette perspective, les États devront se définir comme entités et besoins des sociétés. Je ne passerai pas outre l'importance des droits de l'homme pour parvenir à l'inclusion de ces groupes plus vulnérés de la société. Et ces groupes, dans le cadre de la communauté internationale, sont un groupe humain essentiel, d'où qu'on reconnaisse le besoin de concevoir et d'appliquer des systèmes de protection sociale qui respectent le principe
d'inclusion sociale qui surgit du besoin de participer, d'inclure les personnes dans le cadre de l'économie, d'où que les gouvernements, les groupes sociaux et les pays, nous devons d'agir sur la base et pour surmonter les barrières auxquelles font face les groupes démunis et prendre des mesures spéciales pour les protéger. Merci beaucoup. Merci, Gonzalo. Voici que nous sommes déjà en retard. Alors, passons outre la synthèse de ce deuxième cycle, car cela pourrait s'avérer répétitif. Et nous allons prier chacun des panélistes, hommes et femmes, de formuler les conclusions de ce panel depuis leur propre perspective et en reliant également l'intervention des autres collègues qui ont participé à ce panel. Et vous avez 1 minute chacun. Merci beaucoup pour ce bel effort. Notre ordre du jour est vraiment serré aujourd'hui et sur tout ce qui vient après le bloc suivant. Alors, Suzanne, en Zambie, Madame Chibanga, vous pouvez maintenant formuler vos conclusions. Merci beaucoup. Mes conclusions et mes acquis vis-à-vis à ce que les autres intervenants ont mentionné, c'est qu'il s'agit d'aligner les intérêts des différents acteurs. Ce sera la seule manière de parvenir à nos objectifs dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Voici ma conclusion. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Giovanni Cardoso, grand merci. Je crois que nous convenons. L'économie sociale et solidaire ne contre pas le développement économique ou social, mais plutôt promeut la diminution des brèches sociales et économiques et la vie harmonieuse avec la nature. Deuxième conclusion, quel est le rôle que nous aurons à jouer chacun dans le cadre du co-développement? Nous cherchons à intégrer les organisations du secteur financier populaire et solidaire au système financier national au moyen de mesures de bailleurs de fonds, de paiement et de transactionnalité. Et en dernier lieu, je conviens avec ce que ma collègue a dit, il faut travailler à partir du territoire et je termine avec le slogan « Les pieds dans le local et la tête dans le global ». Et comme José Luis Corracho dirait, une économie mixte de transit vers l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Merci, Giovanni. Passons maintenant à la Corée. Vous avez la parole. Et il me semble que l'acquis du succès et la réussite pour la co-création de solutions et pour relever les grands défis auxquels on fait face actuellement, les inégalités, les changements climatiques, etc., nous devons créer un écosystème financier durable et solidaire pour pouvoir porter soutien aux expérimentations alternatives des parties prenantes des différents secteurs de l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, l'Italie. Luca, vous avez la parole. Oui, merci. Merci. Ma conclusion est toute simple. Nous sommes ici devant une fenêtre d'opportunité intéressante. Pendant longtemps, nous avons bataillé contre une vision du financement très analytique où nous pensions qu'on devait toujours répondre et réagir face aux besoins et aux nécessités du monde financier. Aujourd'hui, la situation s'est complètement retournée et certains des arguments promus par l'économie sociale et solidaire commencent à faire écho et avoir des retombées dans d'autres secteurs. Donc, le moment est venu pour que les organisations de notre secteur prennent leur courage à deux mains et
brave la situation telle qu'elle se présente actuellement. Et ceci nous exige non seulement d'analyser tout ce que nous faisons en interne, mais également avoir un regard sur le monde financier et les agissements des autres institutions financières. Merci Jean-Luc au Canada. Maintenant, Margaret, vous avez la parole. Bon, je tiens à rebondir sur ce deuxième point qui a été soulevé et je tiens à ajouter et je tiens à dire que nous avons la responsabilité de documenter tous les événements dans le cadre des marchés du financement social. Suite à 2008-2009, le nombre d'entreprises qui ont fait faillite et se sont déclarées en faillite dans le cadre des institutions sociales de l'économie sociale et solidaire qui étaient insignifiantes vis-à-vis de ce qu'on a vu, de ce qu'on a constaté dans les secteurs financiers traditionnels. Alors, il faut voir qu'il faut avoir un réajustement et refondre la situation. Et c'est ce que nous avons témoigner dans le cadre de cette crise. Quand on travaille de très près avec des acteurs au sein de la communauté, le taux d'échec est absolument minimum et ce devrait être l'acquis de la communauté financière et cela devrait attirer plus de personnes pour qu'ils voient que l'économie sociale et solidaire est bien plus faisable que ce qu'on ne croit. Merci. Et maintenant, pour clôturer ce cycle de conclusion, Gonzalo Alejandro, vous avez la parole. Bon, c'est très simple et pour souligner que pour avoir une économie sociale et solidaire, il est vraiment nécessaire que le gouvernement et les entreprises privées et les entreprises financières travaillent la main dans la main et joignent leurs efforts pour que ces liens et ces financements puissent atteindre toutes les couches sociales et qui soient accessibles aux plus vulnérés. Et c'est ce dont notre pays a grand besoin, ainsi que le reste du monde. Merci beaucoup, Gonzalo. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour que le public pose des questions ou bien si vous allez les envoyer, les saisir sur le chat. Pour les membres du panel, peut-être un ou deux d'entre vous qui répondiez à cette question. Alors, je ne sais pas, vous pouvez réduire l'écran parce que je n'arrive pas à lire la première partie de la question qui a été saisie. D'accord. Alors, je vais essayer de voir ce qu'ils veulent dire. Bon, j'en profite avant que vous affichiez la question de nouveau et j'invite tous ceux qui nous suivent dans le cadre de ce forum de GCEF 2021. Je vous invite à nous suivre sur les médias et notre site www.gcef2021.org. La question. Je m'appelle Aldo Airi Gomez et je suis une personne handicapée. Ma question est pourquoi il n'y a pas eu cette promotion des coopératives? J'en parle car chaque année, le 3 décembre, nous, on fait une manifestation et on demande un emploi. Je viens de terminer un emploi temporaire, mais il me semble qu'on a besoin de plus de promotion et que les groupes vulnérables trouvent de meilleures opportunités, car moi, personnellement, et il semblerait que, et je m'excuse de cette expression, j'ai toujours l'impression que ces politiques n'aboutissent jamais. Et si quelqu'un du panel aimerait répondre à cette question, souhaite répondre à cette question. Merci, monsieur, pour votre question. Giovanni.
es necesario entender. Bon, il faut tout de même comprendre que l'économie sociale et solidaire, dans le cas d'Équateur, l'économie solidaire va à l'encontre de l'ordre institué de l'organisation du marché, des marchés des capitaux. Et par conséquent, il existe toujours des réticences de la part de ces agents économiques qui gagnent la part de marché de l'économie, et ces réticences sont exclusives. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que l'organisation des travailleurs, des entrepreneurs qui deviennent forts, et comme le disait une professeure d'Argentine, vivre en conflit dans la société pour changer la société à l'intérieur. Elle parle du principe du conflit qui sera la base des relations sociales, des rapports sociaux. Comment allons-nous pénétrer le marché pour changer les rapports économiques et les convertir en rapports sociaux entre les êtres humains? Merci. Il y a une question qui nous est parvenue à travers les réseaux sociaux, les médias. Comment modifier l'éducation financière et la porter à un niveau plus social et solidaire? Autrement dit, comment confronter ces modèles d'éducation financière? Car la seule chose qu'ils recherchent, c'est inciter l'utilisation des services financiers au bénéfice de ceux qui les offrent, et comment faire de l'éducation financière un instrument qui va changer les gestes et encourage des systèmes financiers plus inclusifs. Marguerite, vous avez la parole. Oui, merci. Bon, c'est une question très importante. Une des raisons pour lesquelles nous avons subi la crise financière et toutes les difficultés en 2008-2009, ça a été justement à cause du manque de savoir en matière de finances et d'économie dans tous les secteurs. On nous apprend plutôt qu'il faut que les experts expliquent les problèmes et trouvent la solution, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les chaires d'affaires nous en apprennent plus sur le financement social, les investissements d'impact, l'économie sociale et solidaire. Moi, je suis économiste et je serais vraiment heureuse quand je vois que les écoles d'économie insèrent ces matières dans leur cursus. Mais il faut changer la culture, il faut incorporer des modèles hétérodoxes dans les écoles d'économie, dans l'enseignement de l'économie, et nous devons avoir une influence dans toutes les écoles du monde pour qu'ils commencent à apprendre des modèles financiers alternatifs, y compris la définition du risque et des retours. Il faut redéfinir l'essentiel, quoi. Merci. Et nous voici arrivés à la fin de cette session. Et de toute manière, les questions qui nous sont parvenues et celles qui nous parviendront sur les médias, nous allons les remettre à nos panélistes. Alors, on va clôturer la session. Et la session que nous venons de partager. Et les messages clés que nous voulons formuler, c'est ce dilemme, la grande responsabilité de l'économie sociale et solidaire au moyen des instruments financiers qui est propre de l'économie sociale et solidaire, qui sont les organisations financières, les coopératives à l'épargne, au crédit, à l'emprunt dans le monde entier, pour que ce soit le bras financier des entrepreneuriats et des entreprises à économie sociale qui partageront les valeurs, les principes et qui aideront à bâtir un monde plus inclusif, un monde où le développement soit entendu comme une recherche du bien-être collectif et non pas un chiffre d'affaires ou un chiffre de croissance économique mesuré d'après le PIB. Comprendre ce grand dilemme de situer les finances au service de l'être humain et de la personne, à un moment où nous parlerons d'économie de marché ou d'économie avec un marché. Et donc, nous clôturons la session. Nous remercions les panélistes. Ouvrez vos caméras en Équateur, en la Zambie,
en Italie, Canadá, au Canada, acá en México, ici au Mexique, y también en Corea. également en Corée pour prendre la photo de groupe. Alors, nous remercions les organisateurs et toute l'équipe dans les coulisses. C'est une armée de personnes, de collègues qui ont rendu possible la connexion avec le monde entier et qui nous permet de partager ces espaces à eux, ma très sincère reconnaissance. Et bonne suite. Ok, terminamos ya con la foto. Alors, on a pris la photo. Mostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo. Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en el que trabajamos con equipo y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con 2 plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder en tiempo y forma a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales, con el apoyo de 4 sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional. Comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boing, Pato Pascual, Lulú, Néctasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog, además de la leche Pascual. Nuestras plantas tienen la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 en los procesos de elaboración de bebidas, néctares y pulpas de fruta. Asimismo, contamos con la certificación de FDA en Estados Unidos, lo que nos permite exportar nuestros productos a este país. Para la elaboración de nuestros productos, utilizamos fruta selecta, verificada directamente por nuestra área de control de calidad. Apoyamos el desarrollo y crecimiento del campo nacional, ya que beneficiando a los productores del campo mexicano, en Cooperativa Pascual consumimos más de 20,000 toneladas de frutas al año. Y con la compra directa del azúcar que se requiere para la elaboración de las bebidas que comercializamos, se apoya también a los ingenios azucareros de nuestro país. En una empresa como esta, basamos parte de nuestra fortaleza en la distribución de nuestros productos. Por esto, contamos con una infraestructura de unidades de reparto, asegurando así que nuestras bebidas se puedan disfrutar en cada rincón de México y el extranjero. Para Cooperativa Pascual, el consumidor es lo más importante. Por esto, nuestras decisiones, el personal, las inversiones en tecnología y capacitación se enfocan en satisfacer a los paladares más exigentes. La excelencia de nuestros productos nos ha merecido diversos premios, como el de la excelencia europea, el americano de calidad y reconocimientos internacionales al prestigio comercial de bebidas de marca y calidad. Dentro de la cooperativa tenemos una Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC, con un amplio acervo pictórico de importantes artistas. Esta fundación realiza exposiciones por todo el país y apoya diversos proyectos culturales independientes. Por otra parte, contamos con un centro recreativo ubicado en San Juan Teotihuacán para el esparcimiento de los trabajadores y del público en general. Orgullosos de nuestra apuesta por el crecimiento sostenible, el compromiso con el medio ambiente, la creación de empleos y la integración, llevamos nuestras bebidas a cada vez más personas, que son la auténtica base de nuestro futuro.
Ser una cooperativa no es solo una figura administrativa, es la orgullosa realidad de una empresa 100% mexicana. Somos lucha, somos calidad, somos la experiencia de más de 80 años en el mercado, somos líderes en la elaboración de bebidas, somos Cooperativa Pascual, calidad que sabe a tradición.